Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Bon, allez, c'est parti, je me lance et aujourd'hui, je vous fais cet épisode hyper perso puisque je viens vous dévoiler la genèse de notre nouveau projet de rénovation. Déjà, bonjour et bienvenue, chère rénovatrice, chers rénovateurs. Si toi qui m'écoutes, tu le sais, je suis Alison, donc architecte d'intérieur spécialisée dans la rénovation et j'ai déjà réalisé plusieurs rénovations personnelles, mais cela fait quelques mois, années que nous étions à la recherche de notre nouveau projet. Ça y est, il est arrivé. Et si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir donc que nous avons signé fin novembre pour cette nouvelle maison et qu'on a commencé les travaux pendant les vacances de Noël. Et quand je vous ai fait découvrir ce nouveau projet, j'en ai profité pour faire un petit home tour de l'état existant. Je vous avais demandé si cela pouvait vous intéresser, que je vous partage la genèse de ce projet, comment il est né, comment on l'a trouvé, d'où ça vient, pourquoi finalement aussi on l'a cherché à l'autre bout de la France. Tout ça pour dire que vous avez été nombreux à me dire qu'effectivement vous étiez intéressés, vous vouliez connaître cette histoire et j'ai décidé donc de vous la partager sur le podcast. Donc c'est un épisode beaucoup plus intimidant, on va aussi dire, que d'habitude, puisqu'il est très personnel, que du coup, c'était un peu difficile pour moi de le préparer. Je ne me voyais pas effectivement écrire mon script. Donc, j'ai quand même imaginé un peu les grands points, structurer ma réflexion pour effectivement pas que ce soit trop le fouillis dans ce que je vais vous raconter. Mais ce sera quand même très improvisé, on va dire. Et parce que c'est vraiment un projet qui nous tient à cœur. C'est vraiment un projet de famille. C'est aussi une rénovation qu'on envisage à l'heure actuelle. Alors peut-être que la vie va nous faire changer d'avis, mais en tout cas, c'est un projet qu'on imagine comme étant le dernier. Et je vais vous expliquer tout ça. Donc on a vraiment envie de faire quelque chose de bien, quelque chose qui soit en cohérence avec ce qu'on est, comment on vit. Enfin bon, en même temps, c'est tout ce que je vous raconte sur ces épisodes de podcast, donc rien de nouveau sous le soleil. Mais voilà, ça va vraiment être un épisode assez introspectif. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, il soit inspirant. C'est un peu l'objectif. Mais c'est aussi comment... j'ai envie de te dire... Qu'est-ce que tu vas pouvoir en retirer pour ton propre projet ? Comment est-ce que ça va pouvoir t'aider à cheminer dans ta réflexion, soit si tu es à la recherche même de ta maison à rénover ou si tu es en plein projet, comment est-ce que ça va pouvoir t'aider à avancer et à cheminer ? L'idée, c'est que je te partage les grandes leçons que j'ai pu faire sur moi-même de ces quelques mois de recherche et de trouvailles donc, de cette maison de nos rêves, donc à rénover. Parce que aussi longtemps que je me souvienne presque, aussi longtemps en tout cas que j'ai créé ce podcast, c'est-à-dire en avril 2022, déjà à l'époque, si tu écoutes les tout premiers épisodes, je suis sûre que je te parlais déjà de cette future maison qu'on allait rénover. Parce que
pour te resituer un petit peu, donc moi, je suis aujourd'hui architecte d'intérieur. Aujourd'hui, j'accompagne des clients, mes clients, à réaliser leur projet de rénovation de A à Z, donc de la conception jusqu'à la réception du chantier. Euh, mais ce n'a pas toujours été le cas, ça n'a pas toujours été mon métier. L'architecture d'intérieur, c'est une rénovation qui a été largement suscitée par mes propres projets de rénovation personnelle et notamment le dernier projet qu'on a entamé en 2017, qui était donc une grosse maison en pierre, pierre de Bourgogne, et donc en Bourgogne, Bourgogne Sud, pas très loin de Chalon-sur-Saône. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés avec mon compagnon, mais ni lui ni moi ne sommes bourguignons. C'est le travail qui nous avait amenés à élire domicile dans cette belle région. Lui étant breton, moi étant vosgienne, voilà, deux extrémités de la France, nous nous sommes retrouvés au cœur de cette belle région bourguignonne. Et las de devoir verser un loyer chaque mois, nous avions envisagé donc de devenir propriétaires et déjà à l'époque de rénover parce qu'il y avait cette appétence quand même pour l'ancien, pour le beau, pour créer quelque chose de nos propres mains parce qu'on s'est lancé dans une grosse rénovation où on a fait des travaux pendant 2 ans, beaucoup par nous-mêmes mais aussi avec des artisans pour tout ce qui était vraiment travaux techniques. Et tout ça en même temps qu'on fondait notre famille, puisque notre premier fils, est né en 2017, le suivant en 2020, juste quand nous avons eu fini les travaux. Enfin voilà, c'était une très grosse expérience personnelle, hyper enrichissante pour nous deux. On n'avait jamais fait ça dans cette mesure-là auparavant. Et effectivement, l'idée de créer notre cocon, là où on allait vraiment ancrer notre famille, enfin en tout cas au démarrage, c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour nous, même si à cette époque, quand on a acheté cette maison et qu'on l'a rénovée donc à la sueur de nos fronts, on savait que on allait la quitter un jour parce qu'on ne souhaitait pas finir nos jours en Bourgogne, n'étant ni l'un ni l'autre issus de cette région. On savait qu'on allait la quitter pour aller où on ne savait pas encore, mais on savait que nos chemins, nos destins allaient nous mener ailleurs. Pardon. Et puis, donc, on s'était fixé un horizon à 5-6 ans avant de changer de cap. Cet horizon est assez rapidement arrivé et d'autant plus que lui comme moi, on a donc fait nos reconversions professionnelles et avec ces reconversions, des envies de changement sont arrivées. Et notamment aussi moi qui avais donc, avec ce projet de rénovation, décidé de me reconvertir dans un nouveau métier qui n'avait rien à voir avec mon ancien métier puisque j'étais administratrice de projets culturels. Avec l'idée donc de reprendre une formation, reprendre les bancs de l'école et me reconvertir dans cette nouvelle voie qui était la rénovation. J'avais tellement aimé cette expérience de rénovation que j'avais envie d'accompagner les autres dans leurs projets. Chose faite, puisqu'une fois cette rénovation, donc une fois cette reconversion réalisée, donc je me suis installée et très vite sont arrivés des clients pour me confier leurs projets. Et en parallèle de ça, donc cette envie, une fois que tout ça avait été fait et bien engagé, à nouveau, donc de repartir, poser nos valises ailleurs. C'était l'objectif, on le savait depuis le début, on n'allait pas rester en Bourgogne. On voulait notamment se rapprocher de nos familles avec nos enfants. Quelle famille, par contre, on ne savait pas trop. C'était d'un côté ou l'autre de la France, mais en tout cas, il y avait quand même un peu cette envie-là au départ. Et puis, le temps de revendre, de changer de région, n'arrivant pas tout de suite, parce qu'effectivement, on avait nos problématiques de professionnelles, d'ancrage professionnel qui prenaient du temps. On ne déménage pas comme ça à l'autre bout de la France si facilement. Et donc, effectivement, ça prenait du temps pendant lequel on réfléchissait à ce qu'on voulait faire, où on voulait aller, quel type de maison on voulait rénover. Je passais mon temps sur Le Bon Coin à regarder toutes les annonces et à me projeter dans des maisons aux 4 coins de la France.
Et malgré tout, arrive un été, ça devait être l'été 2023, qu'on va passer nos vacances sur l'île de Ré avec nos enfants et au détour d'une soirée avec mon conjoint, on finit par se dire mais ce rêve de maison qu'on souhaite rénover quelque part, ce rêve de changement de vie, euh, qu'est-ce qu'on veut en fait vraiment? On finit par se poser la question, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment? Pourquoi changer de région? Euh, on avait donc l'objectif de se rapprocher de nos familles et notamment pour comment dire, enrichir ce lien qui avait pu se créer avec nos enfants et on voulait les rapprocher de leurs grands-parents et ce qui nous aurait conduit à déménager à Nancy, en Lorraine, donc plutôt à côté de mes parents. Euh, mais finalement, au fur et à mesure de la réflexion, on se disait, c'est vrai, c'est bien, c'est sympa, mais pour qui on le fait? Est-ce qu'on le fait pour nos parents? Est-ce qu'on le fait pour nos enfants ou est-ce qu'on le fait pour nous? Et on a fini par se dire, ce changement-là, cette nouvelle maison, cette maison qu'on veut être la maison de nos rêves, cette région qu'on veut être la région de nos rêves aussi, cet endroit dans lequel on va vraiment poser nos valises, on le fait finalement pour nous. Parce que les enfants, un jour, ils vont quitter le nid, ils seront plus là. Et puis nous, par contre, on va rester dans cet endroit, cette région, cette maison. Les parents aussi, un jour, ne seront plus là. Et finalement, tout changer, enfin, changer de vie, déménager, aller s'implanter dans une nouvelle région juste parce que c'est la région de nos parents, est-ce que c'est vraiment ce qu'on voulait pour nous-mêmes? Et de là est venue la réflexion de se dire, non, finalement, il faut qu'on réfléchisse ce rêve pour nous-mêmes et qu'est-ce qu'on a envie de faire pour nous. Et de là, le constat, il a été assez vite fait. Pour mon conjoint, son rêve, c'était de revenir vivre au bord de l'océan. Il est breton, il a grandi au bord de l'océan. L'océan était quelque chose qui lui manquait fondamentalement. Et naturellement, en Bourgogne, on ne pouvait pas dire que c'est pas l'eau qui coulait à flot, en tout cas. Donc, il fallait se rapprocher de l'océan. Donc, finalement, Nancy, la Lorraine, c'était plutôt ça. Plus vraiment ça, je veux dire. Mais après, tout le littoral nous semblait intéressant, pour sa part, en tout cas. Et moi, de mon côté, c'était trouver la maison de mes rêves et la rénover, nous relancer à nouveau dans un beau projet de rénovation. Donc, nous voilà partis avec cette envie d'aller chercher une belle maison au bord de l'océan. Tout simplement, presque. Maintenant, il fallait prendre les choses à bras-le-corps et faire en sorte de concrétiser ce rêve. Moi, étant à mon compte, c'était facile pour déménager, changer de région. C'était peu importe où j'allais m'implanter à partir du moment où je savais que j'avais une zone de clientèle confortable, on va dire. Mais je l'avais déjà fait une fois en m'installant en Bourgogne, donc je ne voyais pas pourquoi je ne pourrais pas recommencer dans une nouvelle région. Par contre, mon conjoint, qui lui est salarié, il lui fallait trouver un poste ailleurs. Et là, l'opportunité, après quelques mois, on dirait que c'est simple comme ça, mais ça a longtemps duré, mais l'opportunité s'est présentée à lui d'être muté en interne finalement et de prendre, puisqu'il travaille dans un grand groupe qui a plein d'établissements en France. Et toujours est-il que après cette reconversion, cette formation, il avait la possibilité de prendre un poste dans un établissement qui se trouvait en Vendée. Donc on est venu voir la Vendée, on est venu à l'occasion d'un entretien pour ce poste et on a beaucoup hésité parce que finalement on s'est dit, je vais pas vous dire où exactement c'est en Vendée, mais c'est vraiment pas un endroit dans lequel on avait envie de s'implanter, qui était vraiment pas terrible. Toujours est-il que bon an, mal an, de fil en aiguille, on a fini par se dire et si on remontait et on allait s'installer vers Pornic, ce n'est pas si loin, bon c'est quand même 40 minutes de route pour lui malgré tout, mais ça a l'air sympa, on a fini par aller voir et on est tombé amoureux de cette région. Donc voilà, on avait trouvé l'opportunité de venir s'installer au bord de l'océan et on avait trouvé a priori la région de nos rêves, même si on ne connaissait ni lui ni moi cet endroit. Et du jour au lendemain, ça s'est fait très rapidement. Donc, on a mis notre maison à vendre sur le Bon Coin. Il y a eu un engouement extrême. Donc, on l'a vendu très bien et très vite. Et en 3 mois, on déménageait. Et on est donc arrivé ici en juillet l'année dernière. Donc, en juillet 2023.
puisqu'on voulait effectivement déménager avant la rentrée des classes pour faire en sorte que nos fils intègrent une nouvelle école à la rentrée. Donc tout s'était très bien goupillé pour ça. Maintenant qu'on avait trouvé l'emplacement, la région, qu'on était au bord de l'océan, on avait donc réalisé la moitié du rêve, venir s'installer au bord de l'océan. Maintenant, restait à trouver la maison de nos rêves. Et on n'avait pas imaginé à quel point ce serait difficile parce qu'effectivement, ne connaissant pas la région, on ne savait pas trop quel était le marché de l'immobilier ici. Alors, on a été plutôt naïfs, parce que naturellement, au bord du littoral, on aurait dû se douter qu'il n'y avait pas beaucoup de biens à vendre, que le peu de biens qu'il y avait à vendre, ils étaient très chers ou pas idéal, en tout cas pour moi et selon mes critères. Donc, ça nous aura pris quand même, finalement, une bonne année avant de pouvoir faire une offre et pas loin d'1 an et demi avant d'acheter. Je vous ai partagé comment est né ce rêve d'une maison au bord de l'océan. Je vous ai partagé un peu la vision qu'on pouvait avoir. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est quel type de maison, qu'est-ce qu'on cherchait en fait aussi dans l'idée de venir vivre au bord de l'océan. En fait, au cours de cette discussion qu'on a eue dans cette maison à l'île de Ré pendant nos vacances, on se disait, on veut une maison comme ça, où on peut faire les choses en vélo, où on peut aller à la plage facilement. Et surtout, une maison dans laquelle on fera grandir nos enfants, dans laquelle ils vont être bien et surtout, dans laquelle ils auront envie de revenir étant grands, dans laquelle ils auront des souvenirs et dans laquelle ils auront envie de venir passer leurs vacances, venir nous déposer les petits-enfants. Enfin voilà, on s'est vraiment projeté très loin. Donc, on a fini par avoir comme conclusion l'idée de se dire, en fait, on veut une maison de vacances au quotidien. Et donc, un peu dans cette idée de recherche de maison idéale, c'était ça, il fallait trouver la maison de vacances. Pour y créer, donc, notre foyer du quotidien, mais être en vacances tous les jours, c'était vraiment quelque chose de primordial pour nous. On voulait une maison chaleureuse, lumineuse et qui donne vraiment cette atmosphère de vacances. Et ici, dans cette région, il y a vraiment une architecture très marquée, avec une architecture très balnéaire que moi je connaissais pas forcément avant d'arriver, avec des petites briquettes aux entourages de fenêtres. Enfin, c'est vraiment des villas du début du XXe siècle qui sont très belles, qui sont très marquées. Et effectivement, tout de suite, j'ai pu un peu me projeter dans ce type de maison que j'ai tout de suite beaucoup aimé, qui avait vraiment du charme et beaucoup de caractère, qui est vraiment la signature de cette région. Malheureusement, ce genre de maison, il y en a très peu et elles sont excessivement chères. Alors effectivement, j'en ai vu passer une ou deux, mais pour le coup, on était à des tarifs, pour vous dire un peu, c'était au-delà du million. Je n'ai pas cet argent-là, évidemment. Les rêves sont vite repartis aux oubliettes. Et donc, dès notre arrivée, on a commencé les recherches. On a multiplié les visites, 1, 2, 3, pour vous dire, en 1 an, j'ai fait, parce qu'on ne les a pas toutes faites à 2, j'ai fait 20 visites. Je les ai comptées pour cet épisode, 20 visites. Alors en soi, on va dire c'est beaucoup, mais tout en sachant que finalement, à un moment, on était tellement désespérés parce que dans ces 20 visites, finalement, il n'y a aucune maison qui n'a vraiment coché toutes les cases de la maison de mes rêves. Et ça, c'était extrêmement difficile. Enfin, si, il y en a une, je pourrais vous raconter cet épisode-là, mais il y en a une seule et elle avait énormément de contraintes. Mais la vieille maison d'époque, dans son jus, qui n'avait pas été rénovée, qui soit à un prix abordable, en fait, ici, ça n'existe pas. Et donc, ça foutait en l'air tout notre projet, parce que c'était vraiment la base de notre projet, ça. Donc, j'ai visité énormément de choses. Des maisons qui pouvaient avoir un peu de caractère, mais qui avaient été rénovées avec des goûts pas possibles et pour lesquels donc, on payait des travaux qui n'étaient pas du tout à notre goût. Des maisons qui pouvaient avoir un peu de caractère, qui étaient dans leur jus, mais qui étaient hors de prix parce qu'effectivement, elles avaient ce caractère un peu régional.
Et donc, à chaque fois, il manquait toujours quelque chose parce que, naturellement, comme on est au bord de l'océan, il y a vraiment un attrait touristique très important. On a énormément de maisons secondaires et tout a déjà été soit rénové, soit effectivement tout est à un prix défiant toute concurrence. Et pour les gens qui veulent s'implanter ici, rénover ici, c'est extrêmement difficile. On a fini par même se dire, bon, est-ce que vraiment on veut rénover ou est-ce qu'on n'irait pas quand même regarder les terrains nus pour construire ? Mais même dans cette optique-là, en fait, les terrains, c'était des timbres-postes à des prix exorbitants. Donc, assez rapidement, on a quand même fini par se dire non, on veut quand même rénover. Et heureusement, parce que moi, c'est quand même quelque chose qui coule dans mes veines, la rénovation. Je ne me voyais pas faire autre chose que d'aller redonner vie à une maison ancienne. Et malgré tout, en fait, on était tellement dans l'impasse qu'on avait fini par se dire on n'a pas d'autre solution si on veut habiter ici. Parce qu'effectivement, notre gros critère, c'était la zone géographique, c'était l'emplacement. On aurait pu trouver cette maison dans son jus à un prix plutôt abordable, qui ait du caractère et qui soit vraiment un peu la maison de campagne à la mer. Mais pour ça, il fallait partir à 15 km minimum, 15-20 km dans les terres. Et ça, c'était quelque chose d'inenvisageable, puisque, rappelons-le, le rêve de mon compagnon, c'était vivre au bord de l'océan. Donc, tout faire en vélo, aller à la plage en vélo, aller faire ses petites courses en vélo, même aller à la plage à pied si possible. Donc, si on s'éloignait, eh ben on cochait plus cette partie du rêve. Donc finalement, ce qui était vraiment très compliqué, c'est qu'on cherchait quelque chose d'impossible dans une zone hyper réduite, d'autant plus que une fois nos enfants inscrits à l'école, on n'avait pas forcément envie de les délocaliser à nouveau. Ils avaient commencé à se recréer des habitudes, se recréer un quotidien et avec des amis. Donc notre idée, c'était vraiment de rester sur cette commune ici qu'on a choisie, et d'autant plus que on s'y sent extrêmement bien. On a fini aussi nous-mêmes par se refaire une vie sociale. Et puis vraiment, c'est un petit village de 2500 habitants, mais on a vraiment tout et on peut tout faire à pied, tout faire en vélo. Donc, c'est pour ça vraiment l'idéal. Donc, c'était très contraignant dans la recherche. Et puis, malgré tout, en février, je crois, je visite cette maison. Cette maison qui est vraiment juste à 50 mètres au bord de l'océan. Donc là, on ne peut pas faire plus près. Qui est un peu loin du centre-ville et de l'école notamment. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui nous embête un petit peu. Mais bon, on se dit quand même que malgré tout, être à 3 minutes en voiture du centre-ville quand on est à 50 mètres de la plage, bon, ça peut se faire. Elle me plaît quand même assez rapidement. Tout de suite, je vois le potentiel de cette maison qui a un petit style... un peu à la Noirmoutier, donc un peu à l'île de Ré aussi d'ailleurs, enfin, un peu un style de maison ilienne comme ça. Même si ça n'en est pas une, effectivement, et puis ça n'est pas du tout l'architecture de la région, parce que comme je vous le disais, l'architecture typique de la région, c'est la villa balnéaire avec la petite briquette, le balcon en bois un peu menuisé, les avancées de toit, etc. Quelque chose de très... bourgeois un peu, mais bourgeois balnéaire, alors que cette maison-là, c'est plutôt un peu style donc Noirmoutier, maison de pêcheur, même si elle a un étage et puis qu'elle date pas, enfin c'est pas du tout une maison ni de Noirmoutier ni maison de pêcheur, c'est une maison des années 80, mais voilà, il y a un côté un peu étrange, et puis à l'intérieur, ce style très méditerranéen, donc qui n'a rien à voir non plus avec le style de la région, donc moi ça me désarçonne complètement. J'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ses volumes, je vois qu'il y a énormément de potentiel, et en même temps, il y a quelque chose qui n'arrive pas à rentrer dans mon process, parce que c'est pas du tout le style de maison dans lequel je me suis projetée moi-même, et c'est pas du tout le style de maison de la région dans laquelle je nous imaginais. Donc il y a un côté un peu, je bug un peu. Malgré tout, je l'aime quand même vraiment tellement que je dis à mon conjoint, viens la voir, elle a quand même énormément de potentiel. On fait une contre-visite, il l'aime beaucoup aussi. Seul hic important, elle est bien au-delà de notre budget. On sent à la discussion avec l'agent qu'on n'a pas vraiment, pour l'instant, de marge de manœuvre. Elle vient de sortir sur le marché, les propriétaires ne sont pas prêts à négocier. Bon, soit, on l'oublie,
on passe à autre chose, on continue les visites. Et puis, notamment, donc, en avril, complètement désespérés dans nos recherches, on finit par tomber sur une maison qui, elle, est le coup de cœur. Vraiment, euh, qui sera un énorme regret dans notre recherche de maison idéale, mais qui, en même temps, après mûre réflexion, et je vais vous en parler, n'était peut-être pas faite pour nous. C'était peut-être une chance finalement qu'elle nous soit passée sous le nez. Donc effectivement, en avril, on tombe sur cette maison qui est vraiment trop mignonne, qui a ses traits caractéristiques de la région. C'est vraiment une maison ancienne, années 20. On y retrouve les tomates, les petites cheminées, les briquettes. Enfin, elle a vraiment les traits de signature de l'architecture de la région. Je m'y projette complètement en termes de matériaux, de style, d'ambiance. Le terrain est très joli, avec des pins, des énormes pins, comme il peut y en avoir aussi ici, et qui sont quand même assez rares dans les centres-villes au niveau de... vu la densité d'habitation. Elle a quand même vraiment beaucoup de charme. On se positionne tout de suite, on est les premiers à la visiter, on se positionne tout de suite parce qu'elle est à un prix défiant toute concurrence. Donc on sait que grâce à ce prix-là, on va pouvoir dédier une grosse partie à un budget travaux, ce qui va nous permettre de faire plein de choses comme on l'a imaginé, comme on a envie de le faire. On va pouvoir l'agrandir parce qu'elle est trop petite. Et donc on se positionne tout de suite au prix sans se poser de questions. L'agent est tellement contente et persuadée que ça va le faire qu'elle nous donne même rendez-vous pour le compromis 3 jours après. Donc pour nous, tout est bon. Feu vert sur cette maison, on est vraiment hyper emballés. Les enfants l'adorent aussi, ils l'ont tout de suite adoré. Ils ont même donné un nom au figuier qui est dans le jardin. Enfin, bref, on s'est tous les 4 projetés tout de suite dans cette maison. Et le lendemain, alors que l'agent m'appelle et que je pense que c'est pour me donner un avis, un retour positif, là, grosse douche froide, elle nous dit « Je suis désolée, j'ai échangé avec la propriétaire. Finalement, elle a décidé de vendre la maison à ses voisins qui lui ont fait savoir leur intérêt et qu'elle ne connaissait pas jusqu'alors. » Et là, on tombe de très haut, forcément. On voit cette maison qu'on a adorée au premier regard et pour laquelle c'était vraiment le coup de cœur nous passer sous le nez. Et ça fait vraiment très mal. C'est une expérience douloureuse quand même pour tous les 4. Les enfants nous en parlent encore. Mais je me dis qu'effectivement, c'était quelque part, et peut-être écrit comme ça, parce qu'en y réfléchissant, on s'est quand même positionné très rapidement. Elle avait beaucoup d'atouts, mais elle avait aussi énormément de contraintes, et notamment le fait qu'elle était naturellement tournée au nord. Ce qui, vous le savez, si vous écoutez les podcasts, n'est vraiment pas du tout un avantage. Et tout de suite, moi, je m'étais projetée pour la retourner et tout mettre au sud. Sauf qu'en la reconfigurant pour aller mettre les espaces de vie plutôt au sud, on était quasi en bordure de terrain. Donc on avait le nez collé sur la haie délimitative, alors qu'un grand jardin était derrière nous, sur le nord. Et notamment sur ce côté sud, il y avait a priori un projet de lotissement qui allait voir le jour. On ne savait pas quand, mais potentiellement un jour. Donc quand j'y repense, je me dis finalement, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Effectivement, parce que ça nous aurait fait faire énormément de travaux pour la revoir, la réagencer, tout chambouler vraiment, pour faire en sorte qu'elle corresponde à notre mode de vie actuel qui était de maximiser la lumière et d'avoir des espaces qui nous correspondent vraiment et qui n'étaient pas aussi exigus que l'architecture d'origine. Bref, suite à ce rebondissement important dans nos recherches, on se remet en quête, mais ça met quand même un certain temps à ce qu'on arrive à se reprojeter dans les visites. On le fait bon an, mal an. Et finalement, avec encore plus de déception, parce qu'il n'y a toujours rien, aucune maison coup de cœur, rien qui arrive, que des maisons qui n'ont aucun style, aucun intérêt, qui ont déjà été complètement rénovées, avec des goûts qui ne sont pas les nôtres en tout cas, et où il faut tout faire, et à des budgets complètement inaccessibles. Donc on est vraiment désespérés. On en arrive à un point où on se dit, mais est-ce qu'on a vraiment bien fait de venir s'installer dans cette région? Enfin, on commence un peu à douter. Et à ce moment-là, je retombe régulièrement sur l'annonce de cette maison que j'ai visitée en février, enfin qu'on a visitée avec cette contre-visite en février.
Et je me dis, c'est quand même dommage, elle est encore là. Ça fait donc plus de 6 mois qu'elle est sur le marché. A priori sans bouger, le prix n'a pas bougé. Je finis par dire à mon conjoint, bon, elle est toujours là, est-ce qu'on tenterait pas une offre? Au pire, elle sera refusée. On tente une offre basse, telle qu'on imagine que c'est ce qu'elle vaut aujourd'hui, et en lien avec ce qu'on peut nous se permettre, et on verra bien ce qui se passe. Sans grand espoir, on y va. Donc je finis par le convaincre, parce que quand même, effectivement, elle a cet emplacement idéal. On fait cette offre et en fait, ça ouvre la négociation puisque même si elle n'est pas acceptée, en tout cas, on finit par connaître le prix auquel le propriétaire est susceptible d'accepter. On finit par refaire des budgets, réestimer les travaux, voir ce qu'on peut envisager, comment est-ce qu'on peut aller chercher davantage de budget de notre côté pour finalement refaire une contre-proposition qui n'est toujours pas celle attendue par le propriétaire, mais qu'on espère voir passer. Et c'est ce qui va être accepté. Donc, a priori, après grande argumentation par l'agent immobilier pour lui faire comprendre que finalement, on a été les seuls à visiter cette maison et à démontrer un intérêt depuis qu'elle est sur le marché et que c'est pas le marché actuel qui sera porteur et qui lui permettra de vendre au prix espéré. Bon, bref, on a fini par avoir cette maison qu'on avait donc... pas forcément, qu'on a tout de suite aimé au départ, mais qui était quand même un peu éloigné de ce qu'on pouvait avoir imaginé comme étant la maison de nos rêves. Mais tout ça pour dire que ça m'a permis de me rendre compte, quand on s'est vraiment interrogé à faire cette offre, parce qu'on ne fait pas une offre à la légère, ça nous a quand même permis de nous repositionner et nous dire finalement c'est quoi nos attentes, c'est quoi nos priorités. Et même moi, dans la typologie de biens que je souhaitais, alors je savais très bien que cette maison, elle avait beaucoup de potentiel, je le voyais, je l'imaginais déjà. Je voyais exactement ce que je pouvais en faire, mais c'était pas du tout ce dans quoi je m'étais projetée. Et donc j'ai fini par me dire, mais finalement, est-ce que ce dans quoi je me suis projetée est vraiment important dans le sens où si je vois que cette maison, elle a du potentiel, si j'imagine quelque chose, ce sera toujours quelque chose qui va me correspondre nécessairement. Et est-ce que finalement, le plus important, ce n'est pas l'emplacement? On l'a dit, on cherchait une maison dans un timbre-poste. Donc forcément, on avait très peu d'alternatives. Et là, on trouvait une maison qui correspondait à ce qu'on voulait faire en termes de superficie, de volume, de potentiel, avec un emplacement extraordinaire juste à côté de la plage, dans une ville qui correspondait en tout point à nos critères. On allait donc réaliser le rêve de mon compagnon qui était de vraiment s'installer au bord de l'océan. Et moi, on allait pouvoir quand même, malgré tout, nous relancer dans une rénovation à notre goût, quelque chose qui soit beau, même si effectivement, c'est pas la rénovation de la maison en pierre du 19e, tel qu'on avait déjà pu le faire par le passé d'ailleurs. Mais c'est une maison donc un peu plus récente et pour autant qui avait tout autant de caractère et ce qui n'est pas forcément donné à une maison des années 80 justement. Donc tout ça pour dire, ce que je voulais faire, la leçon que j'en ai tirée, c'est que finalement, et les agents immobiliers le disent très bien dans les recherches, quand on cherche sa maison idéale, le critère numéro 1, ça reste l'emplacement. Effectivement, parce que tout le reste, on peut le changer. Et c'est ce qui m'a convaincue. Tout le reste, on peut redonner du caractère à une maison. On peut faire en sorte qu'elle nous corresponde, qu'elle soit à notre image. On peut intégrer des éléments et faire en sorte que on ait l'impression qu'ils aient toujours été là. On peut redonner du cachet à une maison qui n'a pas de cachet. Ça pourrait très bien être une maison de lotissement et j'aurais pu m'y projeter et lui donner une âme, même si effectivement je préférerais qu'elle en ait une de base. Mais quoi qu'il en soit, ça on peut le faire, ça on peut opérer des transformations, alors que l'emplacement finalement, une fois qu'on a acheté une maison, on peut pas la déménager, quoi. Donc c'est ce qui nous a décidé. On s'est projeté dans cette maison dans laquelle on voyait le potentiel et dans laquelle on savait qu'on allait pouvoir faire quelque chose de bien parce qu'elle avait cet emplacement idéal. Et ça, vraiment, si tu es à la recherche de ta maison et donc de la maison de tes rêves, au-delà de ce que tu peux imaginer comme maison, au-delà des critères que tu t'es formalisé pour rechercher cette maison, je t'invite effectivement à
prêter une grande attention vraiment plus à l'emplacement de ta maison. Et donc nous voilà avec cette offre acceptée. On est donc en septembre dernier et on sait maintenant qu'on n'a plus qu'à se préparer, concevoir cette maison pour commencer les travaux au plus vite. Ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. Profitez effectivement du moment, du temps, de cette période qu'on peut avoir de temps mort entre la signature du compromis et la signature de l'offre pour planifier, anticiper, concevoir son projet. Sauf que, en fait, les choses ne se sont pas passées telles qu'on l'avait imaginé. Tout simplement, pour plusieurs raisons, mais tout simplement parce que, alors j'ai conçu le projet pendant cette période-là, mais planifier pour faire en sorte que les travaux commencent le plus vite possible, ça, malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça. Tout ça, tout simplement parce que on s'est retrouvés face à un propriétaire qui n'acceptait pas de nous transmettre les clés de la maison pour y faire tout ce qu'on avait à faire. Donc effectivement, à chaque fois que j'avais besoin d'accéder à la maison, l'agent devait m'accompagner. Donc quand j'ai fait le relevé des cotes pour faire le plan état existant, elle a dû être là et ça a duré un certain temps. Donc effectivement, c'était compliqué d'accéder à cette maison et notamment on avait imaginé pouvoir faire notre rendez-vous avec notre accompagnateur Rénov assez rapidement pour pouvoir préparer notre budget, préparer notre dossier pour la prime Rénov, anticiper ce genre de choses, faire tous les rendez-vous avec les artisans avant pour pouvoir avoir des devis et préparer au plus vite. Bon, finalement, du coup, ça ne s'est pas passé comme ça. D'une part, parce que comme je le disais, le propriétaire ne nous a pas laissé accéder à la maison tant qu'on n'avait pas signé, ce qui a du coup impliqué qu'on signe plus tôt. On avait donc fait cette demande pour pouvoir accéder à la maison, mais ça a eu aussi des répercussions un peu malencontreuses le jour de la signature, notamment une anecdote pas terrible, mais qui pouvait vous être utile. Comme on avait effectivement poussé à ce qu'on signe plus tôt que prévu, on s'est retrouvé le jour de la signature et l'argent du prêt n'était pas arrivé sur le compte du notaire. Donc, dans ce cas-là, ça suspend la signature et on attend heure après jour, que l'argent arrive sur le compte pour qu'enfin les notaires puissent signer parce qu'on était avec 2 notaires à distance. Donc, c'est eux qui ont signé la vente, plus précisément parlant. Mais toujours est-il que, effectivement, de ce côté-là, je t'invite, si tu es sur le point de signer une offre, à vérifier avec ton notaire qu'il a bien reçu l'argent de ton prêt ou en tout cas que la banque a fait le virement nécessaire pour payer le notaire vendeur au moment où la signature sera réalisée. Parce que si ce n'est pas le cas, ça va effectivement décaler la signature. Et donc voilà, on s'est retrouvés effectivement à devoir planifier, anticiper nos travaux à ce moment-là, alors qu'on était déjà propriétaire. Et en fait, on s'est aussi retrouvés, pourquoi est-ce que ça prend du temps ? On était très embêtés parce qu'en fait, effectivement, c'est une maison qui, en soi, est habitable. Elle était habitée il n'y a encore pas si longtemps que ça par une mamie qui vivait donc dans cette maison des années 80 sans isolation. Avec un peu d'isolation murale parce qu'elle est quand même bien construite, mais en tout cas sans isolation au niveau de la toiture, avec du simple vitrage et avec des huisseries parfois où les courants d'air sont vraiment importants, avec une chaudière fuel, avec tout un tas de travaux quand même énergétiques à envisagés. Et donc, ces travaux étant effectivement accompagnés avec la prime Rénov, on est entré dans un processus administratif assez lourd, avec des délais, avec des contraintes, avec davantage de travaux à réaliser si on va aller chercher une lettre, telle ou telle lettre pour avoir telle ou telle aide. C'est le processus de la prime Rénov, c'est très intéressant, effectivement, d'aller chercher les aides avec la prime Rénov, mais c'est aussi assez compliqué et assez contraignant. Donc, effectivement, ça nous a embarqués dans un dispositif qui
qui temporise les travaux. Et aussi, notamment, pour des raisons complètement administratives, puisque ces aides, naturellement, sont basées sur le niveau de revenu. On a aussi choisi personnellement d'attendre de pouvoir capitaliser sur nos revenus 2024 et donc faire notre aide en 2025, notre demande d'aide en 2025, plutôt que déposer notre demande d'aide en 2024 pour valoriser nos revenus 2023. Bon, là, c'est des questions purement administratives et financières qui impliquent quand même notre planning travaux, puisque du coup, on sait déjà que ce dossier-là, on va pouvoir le déposer là bientôt en 2025 et donc on devra attendre l'accord de l'ANA avant de pouvoir commencer les travaux qui auront lieu probablement à l'été, le plus gros des travaux à l'été, à l'automne 2025. Et donc, en attendant, quid de notre déménagement, de quels travaux on fait par nous-mêmes, sachant qu'on est en location. Donc, vous allez le voir très prochainement. Là, on est effectivement dans les travaux d'ordre d'électricité, puisque l'électricité était aussi à reprendre complètement et pas du tout aux normes. Donc, c'est ce qu'on a fait depuis les vacances de Noël. L'électricité, c'est quelque chose qu'on fait nous-mêmes. On l'a déjà fait dans notre précédente maison. Il faut quand même préciser, parce que l'électricité, je ne vous conseille pas forcément de le faire vous-même, hein, évidemment. C'est quand même des travaux qui touchent à la sécurité, donc c'est à prendre avec beaucoup de pincettes. Il se trouve que moi, mon compagnon, il a une formation initiale en électricité, que mon beau-père est prof à l'université en électrotechnique. Enfin, je vous passe les détails, mais toujours est-il qu'il y a une certaine connaissance de l'électricité et que déjà, eux avaient réalisé toute l'électricité de notre précédente maison. Donc, se lancer dans les travaux d'électricité n'était pas un problème. C'est ce qu'on a donc décidé de faire en priorité, puisque il fallait aussi reprendre l'intégralité du réseau, refaire des saignées, donc refaire de la poussière, refaire des enduits, choses qui se font avant d'avoir déménagé. Donc là, on se concentre là-dessus et dès qu'on aura pu finir, qu'on aura pu mettre la maison au propre, on va déménager très vite. Quand je dis très vite, c'est-à-dire fin février, parce qu'effectivement, on n'a pas la possibilité, budgétairement parlant, d'aller assumer et un loyer et le remboursement d'un emprunt. Donc on va déménager dans une maison en chantier et on va réaliser les travaux au fur et à mesure, les travaux énergétiques qui vont arriver rapidement, je l'espère, mais dans le courant de l'année, et on verra comment on pourra s'organiser, si on arrive à rester dans la maison ou si il est préférable, et ça je le conseille aussi fortement quand on peut, et quand on a des gros travaux à réaliser, aller effectivement se délocaliser. Donc peut-être qu'on ira relouer une maison juste de façon temporaire pendant que les gros travaux auront lieu chez nous. Mais en tout cas, voilà, c'est des travaux qui vont avoir lieu de longue haleine entre les travaux énergétiques qui seront réalisés par les artisans et le reste des travaux qui sera réalisé par nous au fur et à mesure, donc dès maintenant et encore pour de longs mois, puisque là, je pense qu'on en a quand même au moins pour une bonne année de travaux. Et donc, pendant tout ce temps, je vais vous en parler et je vais vous montrer tout ça principalement sur mon compte Instagram. Et donc, voilà comment est-ce qu'on avance un peu dans ce projet. Vous dire aussi, dernier petit conseil sur les premiers défis qu'on a dû anticiper sur ce projet, notamment. On s'est rendu compte là assez récemment qu'on a une fuite en toiture. Alors la toiture, c'est quand même quelque chose que que j'invite toujours vraiment à examiner. Mais bon, c'est pas toujours facile. La preuve, c'est que moi, je me suis fait avoir et donc perdre 2 fois. Mais la toiture, on le savait, j'ai tout de suite identifié qu'il y avait des problèmes d'infiltration, d'humidité qui venaient de la faîtière, qui venaient de la toiture. Mais sur le moment et en toute bonne foi, l'agent immobilier m'a assuré qu'il y avait eu des réparations réalisées et que si c'était humide, s'il y avait des traces, c'était dû à un précédent dégât des eaux qui avait donc été réparé. Puis le temps est passé, comme je vous le disais, entre la première visite entre le mois de février et la signature au mois de novembre, forcément, il y a des semaines, des mois qui se sont écoulés. Et au moment de la signature, je n'ai plus du tout pensé à remettre en avant les fuites de la toiture et à aller rechercher une facture d'une intervention d'un couvreur pour aller rechercher une décennale, éventuellement, si c'était nécessaire. Donc, il s'est avéré que c'était à tort, puisque avec la météo qu'on a pu avoir ces dernières semaines, on s'est rendu compte que l'eau était encore bien présente et qu'il pleuvait encore dans la maison. Sans doute un problème d'étanchéité, donc au niveau de la jointure entre la cheminée et la faîtière,
c'est en cours de réparation, mais toujours est-il que aujourd'hui, je ne parviens pas à obtenir une facture sur une intervention. Donc probablement, et c'est ce que me dit mon agent immobilier, que cette intervention n'a jamais eu lieu, mais que le propriétaire, le vendeur, donc, nous a fait penser à tous que c'était le cas. Donc, on se retrouve bien embêté. Est-ce qu'on arrive à faire valoir un vice caché ? Bon, voilà, c'est un problème, un autre problème juridique. Et je n'ai pas encore la réponse à cette question. Mais ce que je t'invite effectivement à faire, c'est de bien vérifier, d'avoir toutes les factures et toutes les décennales au moment où tu vas signer ton acte notarié. Et notamment quand on te dit, quand tu sais qu'il y a eu des dégâts quelque part et qu'il y a eu des réparations, voilà, assure-toi d'avoir bien les éléments avant de signer pour éviter ce genre de situation. Voilà, je clôture donc cet épisode qui, à mon avis, aura été long. Sur le début de ce projet de rénovation, tu as vu que ça m'a réinterrogé pas mal donc sur mon projet, sur nos aspirations, sur ce qu'on voulait en faire et sur qu'est-ce que c'est vraiment que la maison de ses rêves finalement, parce que je le dis quand même, c'est le mantra de ce podcast, créer la maison de tes rêves grâce à la rénovation. Et finalement, c'est quand même pas si mieux dit. Finalement, la maison de mes rêves, je me l'étais projetée d'une certaine manière. Et il se trouve que finalement, j'ai acheté une maison qui correspond pas du tout à ce que j'avais projeté. Mais je sais très bien que c'est grâce à la rénovation qu'on va en faire la maison de nos rêves, en fait. Et donc finalement, c'est la rénovation qui va me permettre, qui va être le moyen, l'outil d'atteindre ce rêve qu'on imagine pour nous créer un intérieur qui va vraiment nous correspondre, qui va nous supporter au quotidien et nous créer un endroit comme ça apaisant, un cocon, nous permettre de faire foyer et cet endroit dans lequel on aura envie de passer du temps, de créer des souvenirs de famille et de faire en sorte que nos enfants aient envie de revenir étant adultes. Donc voilà, c'était un peu la leçon que je tire de tout ça, de cet enseignement, de ces mois passés à chercher cette maison en vain et la trouvaille qu'on a faite et qu'on est très heureux d'avoir fait et qu'on a hâte de voir se formaliser, se concrétiser sous nos yeux et à la sueur de nos fronts et grâce à effectivement à nos idées et nos coups de main aussi, hein, les travaux qu'on va pouvoir réaliser. On a vraiment hâte de pouvoir partager ça avec vous, que ce soit ici donc, ou sur Instagram. Donc n'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à venir t'abonner sur mon compte. Donc les clés de la réno, c'est là-bas que je vais partager le plus de notre chantier et nos idées, la conception et la réalisation, etc. Les idées, les inspirations. Donc, viens me rejoindre, viens me parler de ton projet, ce sera avec grand plaisir. Et puis, d'ici là, j'espère que cet épisode t'a plu et que tu auras plaisir donc à écouter les autres épisodes disponibles du podcast. Je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.